Staline, le Lénine d'aujourd'hui, ou comment Staline est devenu Staline, par Nicolas Werth. Staline a concentré un pouvoir illimité, dont il n'est pas sûr qu'il puisse toujours se servir avec assez de circonspection. Staline est trop brutal, et ce défaut, parfaitement tolérable dans notre milieu, ne l'est plus dans les fonctions de secrétaire général. Je propose donc aux camarades d'étudier un moyen pour démettre Staline de ce poste. Ces courtes notations assassines ont été dictées les 23 décembre 1922 et 4 janvier 1923 par Lénine, quelques semaines avant l'attaque cérébrale qui allait l'écarter définitivement de la vie politique. Ces notes, qui ont été, avec quelques autres pages consacrées aux principaux leaders communistes, Trotsky, Boukharine, Zinoviev, Kamenev et Piatakov, improprement appelés le testament de Lénine, ont été gardées sous le boisseau jusqu'au discours secret de Khrouchtchev au 20e congrès en février 1956. Ira-t-on jusqu'à dire qu'elles étaient à proprement parler secrètes ? En réalité, elles furent communiquées à quelques rares responsables du parti lors du 13e congrès du parti qui se tint en mai 1924, quelques mois après la disparition de Lénine, le 21 janvier précédent. Les collègues de Staline au Politburo, la plus haute instance du parti, ayant été, quant à eux, mis au courant bien avant. Elles furent également publiées en Occident en 1925 grâce à deux communistes anti-staliniens, Boris Souvarine, responsable communiste français, et Max Eastman, journaliste socialiste américain, qui s'était procuré le testament de Lénine lors d'un voyage qu'il avait effectué en URSS en 1924. Quand ces notes parurent en Occident, Staline obtint sous la menace que Trotsky et Nadejda Krupskaya, la veuve de Lénine, écrivissent dans la Pravda qu'il s'agissait d'un faux. C'est néanmoins avec un handicap majeur que Staline aborde les luttes de succession qui s'engagent avant même la mort de Lénine. Un handicap majeur que ce désaveu ultime du maître, qui, de surcroît, avait rompu toute relation personnelle avec Staline, dans les tout derniers jours avant son attaque cérébrale, à la suite d'une agression verbale particulièrement grossière de ce dernier à l'encontre de Nadejda Krupskaya. Ce handicap allait influer durablement, fondamentalement, sur le mode de relation de Staline avec les autres responsables bolcheviques de sa génération. Il n'aura de cesse de prouver qu'il n'a pas trahi le léninisme. C'est pour cette raison qu'il vouait une haine sans fond à Trotsky, précisément parce que celui-ci avait développé le thème de la révolution trahie par Staline. Ce dernier va consacrer une grande énergie à se reconstruire une parfaite légitimité politique, en réécrivant l'histoire du bolchevisme, rédigeant sa propre hagiographie, construisant sa vision d'un système centré autour de sa personne, jusqu'à la fin des années 1930, jusqu'à ce que la vieille garde léniniste ait été éliminée. Staline est en réalité un dirigeant sur la défensive, qui teste sans relâche le degré de dévouement personnel à sa personne, tient ses plus proches collaborateurs en instrumentalisant leurs moindres failles biographiques, une adhésion passée au menchevisme, un écart par rapport à la ligne du parti, des relations familiales ou amicales avec des ennemis de la révolution, etc. Il persécute enfin tous ceux qui ont pu garder en mémoire le dernier conflit entre le maître et le disciple. L'ascension. Mais d'abord, avant d'aborder le cœur du sujet, c'est-à-dire la façon dont Staline parvint à s'imposer à la tête du parti bolchevique au cours des 6 années qui suivirent la mort politique de Lénine, 5 années après sa mort réelle, en janvier 1924, revenons brièvement sur son parcours avant 1922-1923. Car à cette date, 5 ans après la prise du pouvoir par les bolcheviks en octobre 1917, Staline est déjà l'un des tout premiers dirigeants bolcheviques, l'un des plus proches collaborateurs de Lénine, contrairement à la légende véhiculée par Trotsky, selon laquelle il n'aurait été, à cette époque, qu'un obscur apparatchik, un homme d'appareil, gris et sans envergure. Lorsque, dans les années 1920, on demanda aux personnalités communistes de fournir une notice autobiographique destinée à être publiée, Staline fut l'un des rares dirigeants à pouvoir évoquer sans contorsion une enfance de pauvreté et de privation. Ses parents étaient tous deux serfs de naissance, avant l'abolition du servage en 1861. Son père, Vissarion Djougashvili, un modeste cordonnier géorgien, installé dans la petite ville de Gori, fut tué dans une rixe alors que son fils Sosso, le futur Staline, né en décembre 1879, n'avait que 10 ans. En 1894, Sosso Djougashvili est inscrit au séminaire de Tiflis, seule voie pour lui de continuer les études. Il y suit des cours 5 ans durant, tout en fréquentant des cercles d'étudiants marxisants. On a imputé à l'orientation théologique des études du jeune Staline le style didactique, fait de figures de style oratoire, si caractéristique de la prose stalinienne. En 1899, Djougashvili est renvoyé du séminaire pour manque d'assiduité. Comme nombre d'étudiants de sa génération, il va au peuple,
milite dans des groupuscules socialistes au contact du monde ouvrier, des grandes villes du Caucase, Tiflis et surtout Bakou, la grande ville du pétrole sur les rivages de la mer Caspienne. Première arrestation en avril 1902, suivie d'une condamnation à 3 ans d'exil en Sibérie, d'où, comme la plupart des déportés politiques, il s'évade début 1904. De retour au Caucase, il rejoint les cercles bolcheviques locaux, à un moment où les sociaux-démocrates se divisent entre mencheviks et bolcheviks. Prend rapidement du galon dans le petit milieu révolutionnaire caucasien, rédige son premier pamphlet. Coup d'œil rapide sur les divergences dans le parti, dont le sectarisme didactique et emporté retient l'attention de Lénine. Fin 1905, Koba, son surnom dans la clandestinité révolutionnaire, qui a été désigné délégué bolchevique pour le Caucase, une promotion fulgurante au terme de 2 années de militantisme, rencontre Lénine pour la première fois lors de la conférence qui se tient à Tammerfors, en Finlande, et au cours de laquelle les dirigeants bolcheviques doivent se prononcer sur leur participation à la campagne électorale pour l'élection de la première Douma. À 26 ans, Staline entre dans le premier cercle léniniste. En avril 1906, au 4e congrès du Parti social-démocrate qui se tient à Stockholm, Koba représente le courant bolchevique caucasien, très minoritaire, face aux mencheviks géorgiens, en plein essor après leur succès aux élections à la Douma. L'année suivante, alors que la révolution reflue, il est impliqué dans un certain nombre d'expropriations révolutionnaires, hold-up de banque, censées alimenter les caisses du parti. Dans la polémique qui se développe au sein même du parti bolchevique sur ces pratiques, Lénine soutient fermement ses actions de partisan. Entre 1908 et 1913, Staline, l'homme d'acier, le nouveau surnom révolutionnaire de Djougashvili, alterne arrestation, condamnation, déportation suivie aussitôt de fuites et de périodes de clandestinité. En 1912, il est désigné par cooptation au comité central du parti bolchevique, devenant l'un des 10 principaux dirigeants du mouvement clandestin. Lénine a donc joué un rôle décisif dans sa promotion. Conscient de l'importance cruciale du problème des nationalités pour la cause révolutionnaire, c'est précisément Staline qu'il pousse à exposer le point de vue marxiste sur cette question. En 1913 paraît Le marxisme et la question nationale, opuscule à propos duquel Lénine évoque dans une lettre à Gorky le merveilleux géorgien. Grâce à ce texte, sans grande originalité, dans lequel il affirme que la question nationale au Caucase ne peut être résolue qu'en entraînant les nations et les peuples attardés dans le courant général d'une culture supérieure, Staline devient le spécialiste du parti en politique des nationalités. En février 1913, il est une nouvelle fois arrêté. Envoyé en exil dans la région de Touroukansk, en Sibérie orientale, la plus éloignée et la plus isolée des régions de relégation de l'Empire russe. Il y reste cette fois 4 ans, jusqu'à la chute du tsarisme en février 1917. Revenu à Petrograd en mars 1917, à la suite de l'amnistie proclamée par le gouvernement provisoire, Staline devient secrétaire de rédaction de la Pravda, le journal bolchevique. Lors de la 7e conférence du parti qui se tient fin avril 1917, il est élu au comité central. Seuls Lénine et Zinoviev recueillent plus de voix que lui. Au moment où se multiplient en Finlande, en Pologne, en Ukraine, dans les provinces baltes et au Caucase les revendications d'autonomie, voire d'indépendance, la question nationale devient centrale dans l'évolution et l'avenir du processus révolutionnaire en cours. Suivant Lénine, Staline souscrit alors à la thèse selon laquelle toute nation a droit à l'autodétermination et à la sécession. À la suite du coup d'État bolchevique du 25 octobre 1917, il est nommé dans le nouveau gouvernement au poste clé de commissaire du peuple aux nationalités. Mais en fait, loin de se cantonner à ce seul secteur, il devient l'homme chargé par Lénine de toutes les missions spéciales sur les points les plus chauds des fronts de guerre civile. Durant l'été 1918, il est dépêché sur le front des approvisionnements, dans la région de Tsaritsyne, la future Stalingrad, avec pour mission de réquisitionner massivement les récoltes pour sauver Moscou de la famine qui menace. En mai 1919, il est envoyé sur le front de Petrograd avec les pleins pouvoirs au moment où la ville est menacée par l'avancée des Blancs. Responsable du Conseil révolutionnaire de guerre sur le front sud-ouest pendant l'été 1920, Staline joue un rôle très controversé par la suite dans l'échec final de l'offensive soviétique sur Varsovie. À un moment décisif, il refuse d'envoyer des renforts pour épauler le corps d'armée commandé par le général Tukhachevski, qui marche sur la capitale polonaise. Parallèlement à ses activités de piètre stratège militaire, Staline dirige l'immense appareil bureaucratique de l'inspection ouvrière et paysanne, chargé de contrôler la bonne marche des institutions soviétiques. Il est aussi l'un des 5 membres titulaires du Politburo, créé en mars 1919, pour coordonner l'action du comité central. Loin d'être un obscur apparatchik, comme le prétendra Trotsky, Staline était
bien l'un des plus proches collaborateurs directs de Lénine, et parmi les plus appréciés pour son soutien sans faille, son sens de la discipline, sa fermeté de caractère, sa détermination et son absence totale de scrupules et de pitié dans l'action. Des atouts majeurs dans l'épreuve de la guerre civile. En avril 1922, il est promu au poste en apparence technique de secrétaire général du comité central. Cette fonction, qu'il occupera 30 ans durant, s'avère stratégique. Elle lui permet en effet d'avoir la haute main sur toutes les mutations et promotions des hauts fonctionnaires du parti. Cependant, à l'automne 1922, un conflit majeur éclate entre Lénine et Staline sur la question du cadre fédéral dans lequel doit se construire l'URSS. En septembre, une commission présidée par Staline est chargée d'élaborer un projet d'État fédératif, remet un texte qui prévoit l'absorption des républiques soviétiques, Ukraine, Biélorussie, Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan, dans le FSFSR, République socialiste fédérative de Russie, dont le gouvernement deviendrait celui de la fédération. Lénine, déjà malade, ébauche une version totalement différente du projet, dans lequel la fédération rassemblerait des républiques égales et non dominées par la Russie. Condamnant le chauvinisme grand russe de Staline, Lénine, dans 3 notes qui constituent ce que l'on a appelé improprement son testament, porte alors une appréciation sévère sur celui qu'il avait qualifié 10 ans auparavant, de merveilleux géorgien. Les 5 facteurs de la victoire de Staline. Dans les luttes de succession qui s'ouvrent avant même la disparition de Lénine, Staline va montrer infiniment plus de volonté et de sens tactique que ses adversaires. Il joue à la perfection les uns contre les autres, s'alliant d'abord avec Zinoviev et Kamenev pour éliminer du jeu politique son adversaire le plus dangereux, Trotsky. Une fois ce dernier affaibli, il renverse ses alliances et se rapproche de Boukharine, Tomsky et Rykov pour écarter Zinoviev et Kamenev de la direction. Désormais assez puissant, il se retourne contre ses alliés de la veille. Boukharine est exclu du Politburo en novembre 1929, Tomsky en juillet 1930, Rykov en décembre 1930. Au-delà des péripéties de ces luttes politiciennes, interrogeons-nous sur les causes les plus profondes de la victoire politique de Staline dans la seconde moitié des années 1920, qui conduisent à l'incarnation du pouvoir dans sa personne et à son identification au Parti communiste. 5 facteurs, étroitement liés, peuvent expliquer la victoire de Staline. Tout d'abord, l'émergence après la mort de Lénine d'une religiosité séculière, d'une figure tutélaire personnifiant la dictature révolutionnaire. La captation par Staline de l'héritage léniniste qui lui permet de s'imposer comme exégète, autorisé de la pensée de Lénine, comme son continuateur et son meilleur disciple. La formulation, par Staline, d'un certain nombre d'objectifs, de choix stratégiques politiques simples, mais qui offrent une nouvelle espérance et un objectif concret, la construction du socialisme dans un seul pays. La transformation profonde de la sociologie du parti, avec un afflux massif d'éléments populaires et plébéiens, qui se retrouvent et se reconnaissent dans les éléments programmatiques proposés par leur vojde, guide. Enfin, la capacité de Staline à contrôler avec un petit groupe soudé de fidèles les appareils du parti et de la police politique. Le premier facteur est la mue symbolique du pouvoir après la mort de Lénine. Sa disparition donne lieu à l'explosion d'un phénomène cultuel dont le rôle dans la trajectoire du bolchevisme est capital. Et Staline joue là un rôle clé. En tant que secrétaire général du parti, c'est lui qui est chargé de l'organisation des funérailles. Il propose un discours destiné à une vaste postérité. Des générations d'écoliers apprendront par cœur, des décennies durant, la formule du serment qui scande son discours. Nous te jurons, camarade Lénine, d'accomplir avec honneur ta volonté. Mais le disciple va bien plus loin. Il met sur pied une commission pour l'immortalisation de la mémoire de Vladimir Ilitch Ulyanov, Lénine, chargé de la ritualisation de la mort du grand homme, dont le corps, dûment embaumé, et le cerveau, dûment disséqué, pour y trouver les preuves matérielles de son génie, doivent reposer dans un mausolée sur la place rouge. Les autres dirigeants bolcheviques protestent contre ce culte de la personnalité. C'est alors que l'expression fait son apparition. La veuve de Lénine, Nadezhda Krupskaya, va jusqu'à publier dans la Pravda une mise en garde sur la bonne manière d'honorer la mémoire du grand disparu. Rien dans le style de Lénine n'allait en effet dans le sens de cette exaltation sanctifiante. Son rôle majeur, reconnu par tous à la tête du parti et de l'État, était toujours allé sans mise en avant de sa personne. Si autoritaire qu'il ait pu être, il s'est toujours effacé derrière l'idée et la fonction. Pour Lénine, il n'y a que des forces sociales collectives. La dictature du prolétariat est une dictature sans dictateur. Or, le mythe prend bien au-delà, sans doute, de ce qu'escomptaient ses promoteurs.
En quelques mois, un véritable culte s'organise, avec ses monuments à la gloire de Lénine, ses objets liturgiques, ses coins Lénine, dans les institutions les plus modestes, des écoles aux bibliothèques et aux musées. Ce culte n'a certes rien de spontané, mais il est évident qu'il n'aurait pas eu les proportions qu'il a prises s'il avait été une pure fabrication imposée d'en haut, s'il n'avait rencontré un écho profond et inattendu dans les masses. La célébration de Lénine fonctionne, sans doute parce qu'elle s'enracine d'une certaine manière dans la figure séculière du petit père que le tsar était pour son peuple, il y a encore à peine une génération. Staline, mieux que les autres dirigeants, comprend l'importance d'une personnification de la dictature bolchevique, de cette prétendue dictature du prolétariat. Il comprend que le culte de Lénine va permettre au parti d'acquérir ce qui lui fait le plus défaut, la légitimité à travers la figure d'un fondateur magnifié. Il intègre tout le profit politique qu'il peut en tirer, en se posant comme premier et seul continuateur, comme le meilleur disciple du maître héroïsé. Le meilleur disciple. Staline se donne pour objectif de monopoliser l'héritage léniniste, en se posant comme un exégète autorisé de sa pensée. Dès avril 1924, il prononce une série de conférences, éditées dans un ouvrage intitulé « Les bases du léninisme ». Il y avance quelques idées simples, en priorité la nécessité de la discipline et de l'unité du parti, avant-garde, élite et leader des masses. Diffusé à des centaines de milliers d'exemplaires, l'ouvrage sera la première, et souvent unique, lecture théorique des quelques 200 000 nouvelles recrues du parti de la promotion Lénine. À peine 10 jours après sa mort, sur proposition de Staline, le comité central a en effet lancé une vaste campagne de recrutement de jeunes communistes, de préférence ouvriers, afin de donner au parti une assise sociale conforme à sa définition idéologique. Ces nouveaux communistes sont, pour la plupart, dépourvus de toute éducation politique, voire, pour un grand nombre, de toute éducation tout court. Un certain nombre d'entre eux seront formés à la hâte dans les écoles de cadres du parti, et donneront ces personnages typiques du communiste stalinien des années 1930, les promus. Ce sont précisément ces nouvelles recrues qui sont à même de comprendre et de suivre la théorie que développe leur chef à partir de la fin de 1924, celle de la construction du socialisme dans un seul pays. Cette théorie repose sur un passage d'un article de Lénine paru en 1915, dans lequel il écrivait que, en raison des circonstances exceptionnelles du moment, la révolution peut éclater non pas dans plusieurs pays du monde impérialiste à la fois, mais dans un seul. À partir de ce mince fondement d'autorité, certes, Staline va développer l'idée selon laquelle, depuis l'échec de la tentative d'insurrection communiste en 1923 en Allemagne et le reflux général de la révolution en Europe, la victoire du socialisme dans un seul pays, ce dernier fut-il moins développé du point de vue capitaliste et le capitalisme subsistant dans les autres pays, ces derniers fussent-ils plus développés au point de vue capitaliste, est parfaitement possible et probable. Bref, il entend transformer une défaite en victoire en faisant de l'URSS la terre promise du socialisme, première étape sur la voie menant au communisme. Outre qu'elle donne une nouvelle espérance et un objectif concret à tous ceux qui doutent de la révolution mondiale, la construction de socialisme dans un seul pays a l'immense avantage de mobiliser la fibre nationale, voire nationaliste, un ressort essentiel de la rhétorique stalinienne. L'Union soviétique est érigée en patrie mondiale du socialisme. La signification universelle de l'expérience qui y est menée est d'autant plus exaltante qu'elle est unique, exemplaire, mais aussi isolée dans un monde capitaliste hostile. L'URSS est une forteresse assiégée. Ce choix stalinien implique de reprendre la marche en avant vers la modernité et le progrès interrompu en 1921, lorsque Lénine, face aux insurrections paysannes et à la révolte de Kronstadt, a dû faire marche arrière et proclamer la pause de la NEP. Cette théorie a aussi l'avantage de retourner l'argumentation du principal adversaire de Staline, Trotsky. Celui-ci a reformulé sous le nom de révolution permanente l'idée développée par Lénine, selon laquelle le succès durable de la révolution russe était suspendu in fine au développement de la révolution mondiale. Il critique ses adversaires, Staline, mais aussi Kamenev et Zinoviev, pour leur manque de fougue révolutionnaire. Désormais, Koba et ses partisans peuvent lui répliquer que ces chimères internationalistes ne font que refléter son manque de confiance dans les forces de son pays. Il ne resterait à notre révolution, cingle Staline, qu'une seule perspective, végéter au milieu de ses propres contradictions et pourrir sur pied dans l'attente de la révolution mondiale. Son habileté est de jouer tour à tour de la prudence contre une démarche jugée à la fois irréaliste, aventureuse et inutilement risquée, à un moment où les puissances capitalistes retrouvent leur stabilité politique et leur croissance économique.
et de la détermination contre un attentisme démoralisant, avec un objectif concret à réaliser dans un cadre national. Dans la lutte politique que se livrent les héritiers de Lénine, la grande force de la position stalinienne réside aussi dans son identification réussie avec la ligne générale du parti, dans sa grande simplicité, son extrême schématisme qui la rend accessible à une grande majorité de militants peu éduqués et peu formés politiquement. Staline parvient à réduire le débat politique à la lutte entre une ligne générale, incarnée au centre par lui-même, et des déviations de gauche, Trotsky, ou de droite, Boukharine, Rykov, menaçant l'unité sacrée du parti. L'analyse des réunions de cellules révèle clairement, chez les militants de base, une profonde ignorance des thèses rivales des différents idéologues. Les grands débats politiques des cercles dirigeants parviennent à la base à la fois déformés, outrageusement simplifiés et orientés par le double biais des cours de formation politique et de la tutelle des instructeurs, envoyés par le département d'organisation et de répartition du comité central, Orgaspred. En définitive, le débat entre Staline et Trotsky se réduit à l'idée que le premier veut construire le socialisme en URSS, tandis que le second refuse. Lorsqu'on demande à un secrétaire de cellule en 1929 de définir les caractéristiques de la position droitière de Boukharine, cet éminent dirigeant bolchevique qui s'oppose très fermement à la collectivisation forcée des campagnes, il a cette réponse, admirable d'ignorance et de naïveté: le déviationnisme de droite est une déviation vers la droite, le déviationnisme de gauche, Trotsky, une déviation vers la gauche, mais le parti, avec à sa tête Staline, trace sa voie entre les deux. La force de la position stalinienne réside dans son identification avec la ligne centriste, partant juste du comité central et, comme je l'ai déjà souligné, dans son extrême schématisme, qui la rend accessible à une majorité de militants facilement influençables. Le débat politique se réduit à une lutte entre une ligne générale, incarnée par Staline, et des déviations mortifères. Sans cesse sont rappelés aux militants la menace de l'encerclement capitaliste et par conséquent le danger que tout conflit dans les cercles dirigeants du parti ferait peser sur l'existence même de l'URSS. La discussion est désormais toujours considérée comme imposée, forcée, par une opposition, une déviation. Dans ce contexte, examiner une question politique, c'est d'abord ratifier la dénonciation d'un opposant, et bientôt, dans les années 1930, d'un ennemi. Quand débat il y a, il doit être soigneusement préparé, orienté, encadré. Toute nouvelle orientation, tout changement de la ligne du parti sont expliqués, commentés par des instructeurs et des propagandistes, qui indiquent le bon choix. On le voit, deux derniers éléments jouent ici en faveur de Staline: l'évolution de la composition du parti et la maîtrise des mécanismes et des structures de contrôle et d'autorité en son sein. Entre 1924 et 1929, ces 5 années décisives pour la montée de Staline, la composition sociologique des communistes se modifie considérablement. 10 ans après la révolution d'octobre, le parti compte environ 1 300 000 membres et stagiaires, tandis que le nombre des bolcheviks d'origine, pour l'essentiel issus de l'intelligentsia déclassée ou de la petite et moyenne bourgeoisie, a fondu, notamment à cause de l'hécatombe de la guerre civile. Ils ne sont plus que 8 000 en 1927. On assiste à un phénomène de plébéianisation. Malgré les campagnes massives de recrutement d'ouvriers, promotion Lénine en 1924, promotion d'octobre en 1927, ceux-ci représentent moins d'un tiers des communistes. 70% d'entre eux occupent un emploi non manuel, le plus souvent peu qualifié, dans l'immense appareil bureaucratique en cours d'édification. Autre caractéristique de ce parti en pleine mutation, sa jeunesse. 85% des communistes ont moins de 35 ans en 1929. La faible expérience politique de ces cadres, moins de 2% des secrétaires de cellules ont adhéré au parti avant 1918, le faible niveau d'éducation de ses membres, 1% seulement ont un diplôme d'enseignement supérieur. Ces chiffres globaux contrastent fortement avec ce que l'on sait des communistes ayant suivi l'opposition trotskiste en 1926 et 1927. Ils sont un peu moins de 10 000 qui pour la plupart vont être exclus lors de la grande campagne de purge de 1929. Ceux-ci sont, à l'inverse, bien plus éduqués que la moyenne. On y compte beaucoup d'intellectuels et d'étudiants. Le faible niveau politique des membres du parti qui, à la différence des vieux bolcheviks, n'ont jamais lu aucun classique du marxisme, tout au plus des opuscules de vulgarisation comme les bases du léninisme de Staline, sert de justification à l'encadrement idéologique de plus en plus strict des organisations de base par les comités de district ou de province. Au cours de ces 5 années charnières, le contrôle des cadres sur les organisations de base se perfectionne. On atteste la présence, lors des réunions importantes, d'un représentant du comité de district qui fait office de rapporteur
et dont l'une des fonctions est de noter tout propos déviant. En cas de difficulté, des instructeurs de l'Orgaspred, département clé du secrétariat du comité central, sont dépêchés sur place. Dernier facteur, non des moindres, de la victoire imparable de Staline, sa capacité à contrôler les principaux appareils du parti, avec un groupe soudé de fidèles, Molotov, Ordzhonikidze, Kaganovitch, Kuybyshev, Kirov, Mikoyan, Voroshilov, Andreyev, Postichev, qui s'est constitué pour l'essentiel durant la guerre civile et plus précisément sur le front sud. Tsaritsyn, rebaptisé dans les années 1930 Stalingrad. Ce noyau dur s'empare notamment du secrétariat du comité central, de l'Orgaspred et de la commission de contrôle. En 1925, une nouvelle réglementation fixe la répartition des postes nommés par telle ou telle instance du parti. Des 25 000 postes de permanents, un quart, plus de 6 000, les plus importants, dépendent directement du secrétariat du comité central et de l'Orgaspred, les autres étant pourvus par les comités régionaux. En théorie, tous les postes de responsabilité figurant sur les listes, nomenclaturas, du comité central et des comités régionaux sont électifs. En réalité, cette élection est toujours préparée par l'organisation dont dépend le poste. À partir de 1924-1925, le secrétariat du comité central, dirigé par Staline, assisté de son fidèle Poskrebychev, tente d'établir un fichier complet de tous les communistes. L'entreprise mettra en fait plus de 15 ans à être finalisée. Au milieu des années 1920, un autre organisme dirigé par deux proches collaborateurs de Staline, Kuybyshev jusqu'en 1926, puis Ordzhonikidze, la commission centrale de contrôle prend une importance croissante. Elle a pour objectif, selon ses statuts, la lutte déterminée contre tous les groupuscules et mouvements fractionnels au sein du parti, l'étude systématique des phénomènes malsains dans le domaine de l'idéologie, la purge des éléments idéologiquement nuisibles ou moralement corrompus. Chaque année, entre 4 et 8% des militants sont convoqués pour les motifs les plus variés, dont les principaux sont l'alcoolisme, 25 à 30% des motifs de convocation, la passivité politique, 20%, beaucoup plus fréquente que l'opposition active, 6 à 8%, diverses formes de carriérisme, d'abus, de bureaucratisme, 15 à 20%, les vols caractérisés, 10%, la pratique religieuse, 8 à 10%, l'appartenance à une classe socialement étrangère, 5%. Jusqu'en 1927, les commissions de contrôle se contentent d'appliquer généralement des purges douces, avertissement, blâme, plus rarement exclusion. On compte en 1924-1926 moins de 1% d'exclus par an, par rapport au nombre total des communistes. Mais à partir de 1927, s'amorce un tournant qui annonce la grande purge de 1929. Il est marqué par une sévérité beaucoup plus grande, au nom cette fois d'un monolithisme idéologique envers les opposants politiques, notamment les trotskistes. Plusieurs milliers d'entre eux sont exclus du parti en 1927 et début 1928, au lendemain du 15e congrès. Et par les liens de plus en plus étroits entre les commissions de contrôle et la police politique, le GPU, tenu par un proche de Staline, Tserninsky, jusqu'en 1926, puis Meniski. Échec et mat. Quand Staline s'impose-t-il définitivement à la tête du parti ? En 1929, après la défaite de la dernière opposition sérieuse, qualifiée de droite et emmenée par Nikolaï Boukharine et Alexei Rykov, l'affrontement ultime se fait sur le projet volontariste global de modernisation proposé par le secrétaire général, qui vise à faire de l'URSS une grande puissance industrielle et militaire. La Russie a toujours été battue à cause de son retard, expliquera Staline dans un célèbre discours prononcé le 4 février 1931. Nous retardons de 50 à 100 ans sur les pays avancés. Nous devons parcourir cette distance en 10 ans. Ou nous le ferons, ou nous serons broyés. D'où tirer le capital indispensable au financement de cette industrialisation massive et accélérée, d'une surexploitation. Jamais reconnu, bien sûr, des ouvriers dont le salaire réel baisse de moitié au cours du premier plan quinquennal, entre 1928 et 1923, de prélèvements massifs à des prix dérisoires, de la production agricole, dès lors que les paysans auront été parqués dans de grandes exploitations collectives, et toute opposition, censée venir des éléments capitalistes au sein de la paysannerie, les koulaks, brisée. L'exportation de produits agricoles financera l'achat, à l'étranger, de biens d'équipement et de technologies indispensables à l'industrialisation. Cette accumulation socialiste primitive suppose naturellement que les mécanismes du marché, qui fonctionnaient vaille que vaille, sous la NEP, aient été au préalable cassés, et que les paysans aient été regroupés dans des fermes collectives. Ces prélèvements massifs sont à l'origine de terribles famines, totalement occultées par le régime, qui, entre 1931 et 1933,
feront plus de 6 millions de victimes, principalement en Ukraine, au Kazakhstan et dans les régions de la Volga. Staline officialise le changement de cap le 7 novembre 1929 avec un mémorable article intitulé « L'année du grand tournant », dont la péroraison lyrique est restée dans les annales. Nous marchons à toute vapeur dans la voie de l'industrialisation, vers le socialisme laissant derrière nous notre retard russe séculaire. Nous devenons le pays du métal, le pays de l'automobile, le pays du tracteur. Cet article donne le signal d'une accélération catastrophique du processus de surenchère dans la radicalisation. Sur le front des campagnes, on décide de la collectivisation totale, des régions agricoles les plus productives. Sur le front industriel, on décide de forcer l'allure, de réaliser le premier plan quinquennal en 4 ans, selon le slogan « Les rythmes décident de tout ». Dans le même temps, se met en place une autre pièce cruciale du dispositif. Le 21 décembre 1929, le 50e anniversaire de Staline est l'occasion d'un véritable sacre du secrétaire général, du déchaînement du culte de la personnalité. Le guide est intronisé génie de notre temps et salué, chose encore plus significative, comme le nouveau Lénine. Le grand tournant qu'il entreprend est donc légitimé comme un retour aux sources et un accomplissement de la révolution d'octobre 1917. C'est ainsi que Staline présente rétrospectivement son œuvre, quelques années plus tard, dans le manuel Histoire du Parti communiste de l'URSS, publié en 1938. Le grand tournant de 1929 est qualifié de transformation révolutionnaire des plus profondes. Un bond effectué de l'ancien état qualitatif de la société à un nouvel état qualitatif équivalent par ses conséquences à la révolution d'octobre 1917. Comment mieux légitimer l'offensive socialiste qu'en la présentant comme la réitération d'octobre et comme guidée par l'intelligence et l'audace du nouveau Lénine, du Lénine d'aujourd'hui. La boucle est bouclée. La mue symbolique du pouvoir amorcée avec la mise en place de la commission pour l'immortalisation de la mémoire de Lénine est achevée. Staline est devenu l'incarnation du parti. À ce titre, il est intouchable. Trotsky n'avait-il pas affirmé en 1924 ? En dernière analyse, le parti a toujours raison. On ne peut avoir raison qu'avec le parti, et par le parti, car l'histoire n'a pas créé d'autre chemin pour réaliser ce qui est juste. Quant à Boukharine, voici ce qu'il confie en 1936, lors de son dernier voyage à l'étranger, avant son arrestation, à un dirigeant menchevique en exil, Fyodor Dan, qui lui demandait les raisons de la fascination qu'exerçait Staline. Vous devez comprendre que ce n'est pas à lui que nous faisons confiance, mais à l'homme qui a la confiance du parti. C'est arrivé ainsi, il est devenu une sorte de symbole du parti, son incarnation. Les petites gens, les ouvriers, le peuple croient en lui. C'est sans doute de notre faute, et c'est pourquoi nous entrons tous dans sa gueule grande ouverte, en sachant parfaitement qu'il nous dévorera tous. Et lui le sait parfaitement, et il attend le moment favorable pour nous dévorer tous. Le fonctionnement de la dictature stalinienne, une logique clanique. Parvenu au sommet, Staline impose sa logique de clan, policière et despotique. Une étape décisive sur cette voie est la nomination, fin 1930, de son plus proche collaborateur, Vyacheslav Molotov, à la tête du Conseil des commissaires du peuple. Nous allons enfin réaliser, écrit-il à son compère, une parfaite unité des sommets de l'État et du parti, ce qui renforcera notre pouvoir. Staline développe sa vision d'un État réduit à un groupe restreint de gens de confiance. Les congrès s'espacent. Le Politburo, organe dirigeant du parti, se réunit de moins en moins souvent en séance plénière. Les décisions les plus importantes, engageant l'avenir du pays, sont prises au cours de réunions informelles, regroupant ses plus proches collaborateurs dans son bureau. Sa soif de contrôle conjugue refus de toute délégation de pouvoir et interventionnisme permanent et minutieux dans toutes les affaires jugées d'importance. De ce point de vue, sa dictature personnelle apparaît aux antipodes de la dictature hitlérienne, fondée sur le principe charismatique du Führer et sur un style de commandement néo-féodal, qui laisse une grande marge de manœuvre aux Gauleiter nazis, dans leurs fiefs régionaux. L'achèvement de la dictature personnelle de Staline passe par l'élimination d'une grande partie des élites politiques, économiques et militaires issues de la première génération bolchevique, la destruction de tous les liens politiques personnels, professionnels ou administratifs, générateurs de solidarité, qui n'ont pas pour origine une adhésion inconditionnelle à sa politique et par la promotion d'une nouvelle couche de dirigeants qui lui doivent leur carrière et lui sont totalement dévoués. Ce processus se déroule pour l'essentiel dans les années qui précèdent la Seconde Guerre mondiale, et tout particulièrement en 1936 et 1938, année de la Grande Terreur. Le renouvellement des cadres est spectaculaire. Plusieurs dizaines de milliers de responsables politiques, économiques et militaires sont arrêtés et exécutés.
Au début de 1939, 293 des 333 secrétaires régionaux du parti, 26 000 des 33 000 hauts fonctionnaires de la nomenclatura sont en poste depuis moins d'un an. L'élimination et le remplacement de 80% des cadres et responsables communistes ne représentent cependant qu'un des aspects de cet épisode le plus meurtrier du stalinisme. Comme l'ont montré les archives récemment déclassifiées, le guide, épaulé par Nikolai Yezhov, le commissaire du peuple à l'intérieur, est non seulement le grand ordonnateur des 3 grands procès de Moscou, mettant en scène les plus grands dirigeants bolcheviques qui se sont opposés à lui par le passé, Zinoviev, Kamenev, Boukharine, Rykov, mais il planifie les 12 opérations répressives secrètes de masse destinées à éliminer une fois pour toutes les éléments socialement nuisibles qui sapent les fondements de l'État soviétique. En 16 mois, entre août 1937 et novembre 1938, plus d'1,5 million de citoyens soviétiques sont arrêtés et condamnés, dont plus de la moitié, soit 800 000 personnes, à la peine de mort, par une juridiction d'exception, dans le cadre de ces opérations de masse programmées sur une base de quotas régionaux, indiquant le nombre d'individus à faire passer en première catégorie, peine de mort, ou en deuxième catégorie, 10 ans de camp. Le vainqueur de Stalingrad, l'homme fort de Yalta. La mémoire de ce crime de masse, gardé secret, est totalement éclipsée, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, par le rôle majeur joué par l'Union soviétique dans l'écrasement du nazisme. Stalingrad efface certes la Grande Terreur, mais aussi le pacte germano-soviétique du 23 août 1939, qui a permis aux 2 dictateurs, Hitler et Staline, de se partager une partie de l'Europe orientale, et à l'URSS de retrouver grosso modo les frontières occidentales de l'Empire russe. À partir de la fin des années 1930, Staline encourage et instrumentalise le nationalisme grand russe, en habillant de l'expression patriotisme soviétique un chauvinisme ethnique russe. Une politique pour le moins inattendue de la part d'un dictateur issu d'une minorité nationale, mais qui lui permet de s'assurer l'appui du peuple le plus important de l'Union, afin de combattre les ferments de désagrégation que représentent les nationalités du nouvel empire soviétique en expansion. S'il permet, temporairement, à Staline d'annexer des territoires peuplés de 23 millions d'habitants, le pacte germano-soviétique ne sauve pas l'URSS de l'agression hitlérienne. Le dictateur porte une responsabilité écrasante dans les désastres militaires de 1941 et 1942. Cette responsabilité se situe à 3 niveaux. Une erreur globale d'appréciation de la menace nazie, en juin 1941, une politique d'équipement de l'armée trop tardive et incomplète, malgré d'indéniables progrès réalisés au cours des années 1930, une profonde désorganisation du commandement de l'armée rouge à la suite des purges de 1937 et 1938, les soviétiques gagnent la guerre, non pas tant grâce à Staline, mais plutôt en dépit des erreurs stratégiques et tactiques qu'il commet, et au prix de pertes incomparables, plus de 20 millions de morts, dues en premier lieu à la barbarie nazie, mais aussi au peu de valeur qu'accorde le régime stalinien à la vie humaine. Exacerbé par les atrocités commises par l'envahisseur, le sentiment patriotique renforce le consensus social, qui est l'arme principale de la survie de l'URSS. Très habilement, grâce à son remarquable sens politique, Staline parvient à identifier sa personne à la cause sacrée, celle de la patrie. Les soldats vont au combat en chantant « Combattons pour Staline, combattons pour la patrie ». Le culte de Staline, identifié à la Russie souffrante, combattante et enfin victorieuse, se propage, par leur intermédiaire, jusque dans les campagnes où la haine du système kolkhozien était restée très vive. La guerre et la victoire modifient profondément la relation entre Staline et la société soviétique, mais aussi son aura. La conférence de Yalta, du 4 au 11 février 1945, l'apogée du rôle international du dictateur soviétique, jouant habilement des divergences entre Britanniques et Américains, et de la confiance que lui accorde Roosevelt, il pousse son avantage et obtient satisfaction sur des points fondamentaux qui entérinent la place prééminente de l'Union soviétique. 3 sièges, Russie, Ukraine, Biélorussie, à la conférence constitutive de l'ONU, la confirmation des frontières occidentales et orientales de la Pologne, selon les vœux de l'URSS, la légitimation du comité de Lublin, pro-soviétique, comme noyau du futur gouvernement polonais, mais aussi sans oublier la satisfaction des demandes de réparation formulées par les soviétiques à l'Allemagne. Le père des peuples. Dans les années d'après-guerre, Staline, au fait de son prestige, cumule les fonctions de secrétaire général du parti, de président du Conseil des ministres, de maréchal, généralissime et commandant en chef des forces armées. C'est durant ces années que le culte de la personnalité atteint son apogée.
notamment à l'occasion de son 70e anniversaire en décembre 1949, malgré les innombrables manifestations d'idolâtrie et les concerts de louanges à la gloire du Père des peuples. Le dictateur se retranche de plus en plus dans un isolement soupçonneux, fuyant en cérémonies et réceptions, ne connaissant de la vie du pays que les images embellies des rapports officiels. Ces dernières années au pouvoir sont marquées par un net durcissement idéologique, après la relative libéralisation et le relâchement des contrôles sur la société durant la guerre. À partir de 1946, se développe une vaste offensive, contre toute création de l'esprit dénotant de prétendues influences étrangères, contre l'individualisme petit bourgeois, le formalisme et le cosmopolitisme. Bientôt, la condamnation du cosmopolitisme prend une tournure de plus en plus ouvertement antisémite. Des milliers de juifs sont arrêtés ou chassés de leur travail, surtout s'ils exercent dans les milieux de la presse, à l'université ou dans la médecine. Si l'un des plus proches collaborateurs de Staline, promu à la fin des années 1930 dans le premier cercle, Andrei Zhdanov, apparaît comme le principal artisan de ce durcissement idéologique, appelé couramment Zhdanovщина, en fait, c'est bien le Void qui dirige cette campagne. Staline impose aussi, contre l'avis des généticiens, les théories d'un charlatan, Lysenko, qui pousse jusqu'à la caricature les conceptions déterministes en affirmant l'imposture des lois de Mendel et en proclamant l'hérédité des caractères acquis. Derrière l'unanimité de façade, le dictateur vieillissant manœuvre habilement, réaffirmant sans relâche son pouvoir, arbitrant et instrumentalisant les conflits latents qui se développent entre les héritiers à sa succession. Dès la fin de la guerre, il écarte de toute vie publique et de tout rôle politique les principaux chefs militaires, auréolés du prestige de la victoire, et notamment le maréchal Zhukov, le vainqueur de Berlin, dont il craint qu'il ne lui porte ombrage. En 1948 et 1949, Staline dirige une vaste opération de purge contre la direction du Gosplan et l'appareil du Parti communiste de Leningrad. L'affaire de Leningrad coûte la vie à des centaines de cadres du parti, accusés de comploter avec les titistes dans le but de renverser le pouvoir soviétique. De plus en plus méfiant, Staline accuse publiquement lors du 19e congrès du parti, convoqué en octobre 1952, 13 ans et demi après le 18e, ses plus proches collaborateurs, Molotov, Mikoyan et Voroshilov, de déviationnisme droitier et de soumission servile à l'Amérique. C'est dans ce climat délétère de fin de règne qu'éclate, en janvier 1953, l'affaire du complot des blouses blanches. Un groupe de médecins juifs du Kremlin aurait tenté d'empoisonner des dirigeants soviétiques, comme au moment de la Grande Terreur de 1936-1938. Des milliers de meetings sont organisés pour exiger le châtiment des coupables et le retour à une véritable vigilance bolchevique. Ce complot marque à la fois le couronnement de la campagne anticosmopolite déclenchée 4 ans auparavant et la probable ébauche d'une nouvelle purge générale que seule sa mort allait permettre d'éviter. À ces deux dimensions s'en ajoute sans doute une troisième, la lutte entre les différentes factions des ministères de l'Intérieur et de la Sécurité d'État, soumis à des remaniements constants par Staline, qui a toujours considéré la police politique comme le recours absolu, le seul corps de l'État-parti réellement sûr pour asseoir son pouvoir personnel. Comme le montrent ses annotations des procès-verbaux d'interrogatoire des médecins assassins, le tyran suit de très près, jusqu'à son dernier jour d'activité, le 28 février 1953, avant d'être terrassé par une attaque cérébrale, cette affaire révélatrice de sa paranoïa grandissante. À peine quelques mois après sa disparition, le nom de Staline disparaît presque totalement de la presse soviétique. En février 1956, dans son rapport secret, Nikita Khrouchtchev, l'un des plus fidèles staliniens, dénonce le culte de la personnalité de son ancien chef, ses multiples erreurs, excès et abus, brisant l'icône du père des peuples, afin de sauvegarder pour quelques décennies encore l'image du parti. Dans la Russie d'aujourd'hui, le communisme a été rejeté aux poubelles de l'histoire. Paradoxalement, Staline, quant à lui, reste étonnamment populaire et de nouvelles statues sont édifiées à sa gloire. Pour la génération post-communiste, il n'est ni le secrétaire général, ni l'ordonnateur des crimes de masse de la Grande Terreur, ni le responsable des grandes famines du début des années 1930. Il est resté, dans la mémoire collective, comme le vainqueur de Stalingrad, l'homme qui a fait entrer la Russie dans une certaine modernité, a su préserver l'empire et porter au zénith la puissance et le prestige international de son pays.